La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui pour la 3e semaine avec Lionel Dahan, qui est neurobiologiste, spécialiste de la plasticité synaptique induite par l'apprentissage dans le cerveau et qui travaille au Centre de recherche en cognition animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Alors on a beaucoup appris depuis 2 semaines sur tous les mécanismes sous-jacents de la mémoire et de l'apprentissage dans le cerveau. On a vu l'importance des synapses, c'est-à-dire l'importance de la connexion entre les neurones. Et justement, je me pose une question. Quand on vieillit, on perd beaucoup de neurones. On dit qu'on a de moins en moins de neurones avec l'âge. Et qu'est-ce qui se passe avec les synapses ? Est-ce que c'est un peu un espoir qu'on ne perd pas beaucoup la tête, malgré la disparition des neurones quand on prend de l'âge ? Oui, effectivement. Mais il faut se rassurer, on n'en perd pas tant que ça, des neurones. Mais surtout, il y a un moment où on en perd beaucoup, c'est à l'adolescence. Et en fait, il faut en c'est à l'adolescence qu'on devient vieux ? Alors, on commence un peu. Mais surtout, la perte de neurones, elle ne se fait pas forcément avec le vieillissement. Elle se fait avec la maturation du système nerveux. Donc en fait, pour qu'un système nerveux fonctionne mieux, il y a un moment où il faut enlever des neurones. Donc, c'est plutôt positif, ça. Voilà, c'est plutôt positif. Un adolescent qui perdrait pas des neurones, il aurait un déficit en fait. Donc on perd des neurones. Ce qui est important, c'est véritablement la connectivité entre ces neurones. Et il y a 2 choses. Une première chose, c'est que on garde une capacité à faire cette plasticité synaptique avec l'âge, même si parfois ça diminue. Mais l'avantage, c'est que le système nerveux est mieux maturé, donc il est plus capable de traiter de l'information. Donc finalement, les personnes âgées, elles ont aussi des capacités cognitives qui sont importantes parce que elles ont accumulé toute cette expérience tout au long de leur vie. C'est super, ça me remonte le moral. Et alors qu'en fait, on a beaucoup parlé de mécanismes de toutes sortes. Alors maintenant, dans la réalité, le fonctionnement cérébral pour la mémoire et l'apprentissage, tu peux nous remettre là dans la situation de ce qui nous arrive à nous ? Oui, alors ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que pour faire de l'apprentissage, il faut avoir une capacité à modifier les connexions entre les neurones. Et on sait que ça met en jeu un certain type de récepteurs NMDA, la transmission glutamatergique. Et on sait que si un neurone A participe de façon répétée à l'activité d'un neurone B, alors à ce moment-là, les connexions entre ces 2 neurones vont augmenter. Et on sait que d'un point de vue théorique, ça doit pouvoir sous-tendre de la mémoire dans des réseaux artificiels. Et c'est ça qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Même s'il n'y a pas de neurones, il y a des réseaux artificiels, des réseaux de neurones artificiels qui sont en arrière de ChatGPT, etc. Une des questions qui est très importante, c'est comment ça se passe en vrai, lors d'un apprentissage. Parce que ça, on sait le provoquer avec une stimulation à haute fréquence, mais c'est quelque chose de pas très naturel. Par exemple, on peut demander aux auditeurs qui nous ont écoutés depuis 2 semaines s'ils se souviennent bien de tout ce que tu leur as dit. Voilà. Alors, il y en a qui s'en souviendront, puis il y en a qui s'en souviendront pas du tout. Mais c'est pas très grave, parce que comme on va répéter des choses, du coup, ça augmente l'apprentissage. Donc, il y a une expérience qui est très intéressante, qui a été réalisée en 2006, dans laquelle ils ont mis des rats dans un dispositif qu'on appelle un dispositif d'évitement passif. Alors, c'est une boîte, le sol est recouvert d'une grille qui peut être électrifiée. Et sur ce sol, il y a une plateforme sur laquelle on pose le rat. Et le rat va descendre de la plateforme parce qu'il est curieux. Et là, il va recevoir une petite décharge électrique. Alors, on ne l'électrocute pas, c'est une petite décharge électrique. C'est suffisamment fort pour être désagréable. Donc le rat remonte vite sur sa petite plateforme, et puis on l'enlève de la boîte. Et puis ensuite, si on le remet sur cette plateforme un quart d'heure après, il ne va pas descendre, parce qu'il se rappelle que s'il descend, il reçoit un choc électrique, et que c'est pas rigolo. Si on reteste l'animal le lendemain, ça marche aussi très bien. Ça dépend de l'intensité du choc électrique. Et ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils sont allés mesurer la transmission synaptique. Et quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement, suite à un apprentissage dans l'hippocampe, on arrive à avoir une légère augmentation de cette transmission synaptique. Et ça, c'est un truc très important, parce que si on se base sur ce qu'on sait du mécanisme de la plasticité synaptique, c'est dépendant de l'activité du neurone A et du neurone B seulement. Et donc, normalement, si le neurone A est activé, ça va forcément faire de la plasticité dans l'élément postsynaptique. Et donc ça veut dire que tout ce qui va nous arriver, toutes les entrées sensorielles qui vont arriver via le cortex entorhinal jusqu'à l'hippocampe, ça doit déclencher une nouvelle mémoire. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je ne me rappelle pas de tout. Et pour essayer d'expliquer
Pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de tout si on a un mécanisme dans l'hippocampe qui permet de tout encoder? Il y a deux solutions. Soit, en fait, l'hippocampe encode tout au fur et à mesure, et puis après, il va effacer certaines choses, ou ne pas les garder, et ça pourrait avoir lieu notamment pendant le sommeil. Soit, il y a véritablement une sélection de ce qu'on va apprendre en direct. Et cette deuxième hypothèse, elle n'est pas du tout cohérente avec les connaissances actuelles sur le mécanisme de la plasticité synaptique. Donc, on a tendance à un peu la négliger, même si, d'un point de vue de l'évolution ou d'un point de vue de ce qu'on sait des mécanismes biologiques, normalement, quelque chose qui consommerait beaucoup d'énergie, parce que faire de la plasticité synaptique, ça consomme beaucoup d'énergie. Le cerveau, ça consomme énormément d'énergie. On considère, alors je ne sais pas si c'est rigoureux ou pas, mais qu'il y a environ 20% de l'énergie qui est fabriquée par un être humain, qui est consommée par l'activité de son cerveau. Donc c'est colossal, et dans l'activité du cerveau, la plasticité synaptique, c'est une grosse part. Donc, pourquoi est-ce qu'on gaspillerait de l'énergie à tout encoder si finalement, on ne garde pas ses mémoires à la fin? Donc ça, c'est une vraie question. Et nous, dans l'équipe, on est parti de cette hypothèse de se dire que très certainement qu'il y a quelque chose qui va déclencher les apprentissages. Quelque chose qui va faire le tri entre ce qu'on apprend et ce qu'on n'apprend pas. Mais ça veut dire, donc du coup, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ou qu'on n'a pas compris comme il faut, sur qu'est-ce qui déclenche cette plasticité synaptique. Quelque chose qui va dire ça vaut la peine d'être retenu, et ça vaut pas la peine d'être retenu. Et c'est ce qu'on va appeler un signal d'apprentissage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va indiquer aux neurones qu'il faut retenir ce qui se passe ou pas. Il faut déclencher de la plasticité synaptique, il faut déclencher une modification de l'activité de la synapse ou non. On n'est pas les seuls à avoir pensé à ça. Il y a des gens qui ont fait des théories sur le signal d'apprentissage et qui ont émis l'hypothèse que c'est un neuromodulateur qui fait ça. Et ils avaient émis l'idée que ça pouvait être soit la dopamine, soit la noradrénaline, soit la sérotonine. Et moi, ce qui a retenu particulièrement mon attention, c'est la dopamine. C'est une molécule qui intervient dans les questions de drogue. La dopamine, c'est un des neurotransmetteurs. Je vous ai dit il y a 2 semaines qu'il y a toute une série de neurotransmetteurs. Et cette dopamine, on en entend quand même parler pas mal dans les médias. La dopamine, souvent, elle est décrite comme l'hormone du plaisir. Alors, c'est pas une hormone. Une hormone, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est synthétisé et qui va dans le sang et qui va aller agir sur toute une série de cellules. C'est pas du tout le cas de la dopamine. Et puis, il y a des situations qui sont complètement différentes du plaisir. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur le stress, et un stress aigu provoque l'activation des neurones, de certains neurones à dopamine. Donc, c'est un neurotransmetteur, et on sait que, entre autres choses qui activent ces neurones à dopamine, il y a l'obtention d'une récompense. Donc, quelque chose qui est important pour l'individu. Et encore une fois, ça va être, par exemple, le plaisir, mais ça peut être aussi d'autres situations, et notamment le stress. En général, c'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui a un sens pour l'individu. Donc quelque chose qui justifie de déclencher une mémoire, en fait. On est plusieurs à étudier la dopamine, on est des milliers, et on n'est pas tous d'accord, et il y a encore plein de choses qui sont à découvrir de ce point de vue-là. Mais attends, excuse-moi de t'interrompre, là c'est pour être sûr d'avoir compris. Donc en fait, il y a quelque chose, et ce quelque chose c'est la dopamine, ou c'est lié à la dopamine, qui, dans tout ce qu'on a, effectivement, si on avait une mémoire d'absolument tout ce qu'on voit tout le temps, ce serait affreux. Donc quelque chose qui déclenche un signal qui dit cette chose-là, ça vaut la peine d'être engrangée dans la mémoire, ou ça vaut pas la peine d'être engrangée dans la mémoire. Alors, c'est bien ça, j'ai bien compris. D'un point de vue théorique, on a besoin, si on veut expliquer qu'on n'enregistre pas tout, on a besoin de ce signal. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'en avait pas encore identifié, et surtout on n'avait pas identifié le mécanisme. Et l'originalité de notre dernière étude, qui est publiée cette année, c'est que justement on a testé cette hypothèse-là. Donc plutôt que d'aller directement voir la mémoire, on allait regarder le mécanisme, parce que c'est là que se situe vraiment la question fondamentale. Donc on allait voir si on arrive à déclencher de la plasticité synaptique en activant cette dopamine. Et ça nous a permis d'arriver à montrer que si on active le neurone A, notre premier neurone dans l'hippocampe, et qu'exactement au même moment où il est activé, à 200 millisecondes près, si on libère de la dopamine à ce moment-là précis, et bien là, ça va déclencher de la potentialisation à long terme, ça va déclencher de la plasticité synaptique. Et ça nécessite d'être au moins 12 fois de suite, en même temps, à 200 millisecondes près. Et d'un point de vue théorique, c'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir déclencher de la mémoire, et c'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir faire le tri entre ce qui va être important et ce qui ne va pas être important, ce qui a besoin d'être encodé et ce qui n'a pas besoin d'être encodé. On a des neurones qui sont actifs uniquement quand il se passe un truc important et qui vont déclencher
la plasticité synaptique uniquement aux synapses qui sont activées à ce moment-là. Donc il y a vraiment cet aspect temporel qui va pouvoir finalement étiqueter les moments qui sont importants des moments qui ne le sont pas. Eh bien, écoute, moi, je trouve ça fabuleux et je trouve ça aussi extrêmement important par rapport à la connaissance que l'être humain a de lui-même. On en arrive à la fin de nos 3 émissions. Moi, ce que j'espère, c'est que les auditeurs auront activé leur potentiel d'action pour avoir envie d'apprendre un petit peu plus par rapport à ce fonctionnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentialités d'avenir dans les recherches que vous faites actuellement. On peut me dire un petit mot pour terminer, un petit mot de fin sur ce que vous faites en ce moment. Qu'est-ce que vous cherchez de plus là ? Tout à fait. Alors, suite à ces études-là, on a quand même vérifié que quand on bloquait la dopamine uniquement dans l'hippocampe, on bloque effectivement la mémoire. Donc, on a vérifié qu'il y avait un rôle dans la mémoire. Mais ce qui va être très important maintenant, c'est de vérifier si, lorsqu'on bloque la dopamine, on bloque la plasticité qui est déclenchée par l'apprentissage, par exemple. Ça, c'est un projet qui est en cours. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes. On a aussi besoin de savoir quels sont les mécanismes. On a la dopamine, mais du coup, comment est-ce que cette dopamine va venir modifier les synapses ? Ça va être très intéressant. Et si on arrive à trouver ça, on comprendra peut-être les déficits de mémoire, on comprendra peut-être les déficits d'attention qu'on diagnostique de plus en plus ces derniers temps. On comprendra peut-être mieux les problèmes de mémoire chez les Parkinsoniens, parce que les Parkinsoniens, ils ont moins de dopamine. Donc ça, c'est des choses qu'on va étudier dans les années qui viennent. On en a bien pour 10 ou 15 ans. Ce qui est important aussi, en guise de conclusion, c'est que grâce à ces informations-là, on a compris qu'il y a un mécanisme qui permet de n'apprendre que certaines choses et pas tout. Du point de vue évolutif, c'est important en fait qu'on ait un mécanisme qui permette d'apprendre seulement certaines choses et pas tout et qui dépense moins d'énergie. Donc ça nous aide à mieux comprendre comment ça marche, d'où ça vient, etc. Et d'un point de vue plus pragmatique, ça nous permet aussi d'avoir une explication et donc de donner plus de crédit à des choses qu'on savait déjà. C'est-à-dire que pour pouvoir apprendre, il faut éveiller l'intérêt. Mais peut-être qu'à l'avenir, peut-être que ça permettra de mieux comprendre certains troubles de la mémoire. Ben, merci beaucoup Lionel, c'était passionnant ces 3 émissions. En fait, on pourra en faire d'autres, mais peut-être plus tard. Et merci beaucoup et bonne continuation dans tes recherches. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.